Bonjour. Nous voici donc d'une nouvelle keynote speaking avec Karl Neuberger, associé chez Quantmetry, sur un sujet qui nous tenait à cœur, Karl, qui est IA et santé, mythe ou réalité. Et l'idée, c'est de parler des applications de l'IA concrètes, no bullshit, comme on dit, dans les cas de l'industrie pharmaceutique. Exactement. Spécialiste de l'IA. Il y a un petit monde des X dans l'IA qui travaille très bien, qui a fondé pas mal de startups. La parole est à toi pour présenter cette startup. Super. Merci beaucoup, Franck. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de l'IA et notamment de l'IA de façon très concrète. Ouais, d'ailleurs, tu parlais de No Bullshit. C'était d'ailleurs le titre de l'association des X dans l'intelligence artificielle qu'on a créée. Donc voilà, c'est effectivement quelque chose qui me tient à cœur aussi. Alors voilà, comme vous l'avez partagé aussi ce matin, l'IA, c'est vraiment un sujet de hype en ce moment. Alors dans tous les secteurs et en particulier dans le monde de la santé, qui enflamme les journaux. On a des titres tous plus aguicheurs les uns que les autres, des questionnements sur est-ce que l'IA va remplacer demain les médecins. On prédit la disparition des radiologues. Et en même temps, la littérature scientifique qui s'empare de ce sujet avec une production exponentielle d'articles scientifiques qui inclut le terme de machine learning. Donc voilà, que penser de tout ce hype? C'est un petit peu l'objet de la présentation que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Déjà, le premier message que je voulais rappeler, c'est que d'abord, l'IA, c'est un peu un terme qui suscite beaucoup de fantasmes. On se demande qu'est-ce que c'est que ce terme d'intelligence artificielle. En tout cas, nous, chez Quantmetry, pour nous, c'est d'abord une discipline scientifique, une discipline technologique, qui est déjà une discipline relativement ancienne, puisque le premier perceptron, le premier réseau de neurones a été inventé en 1957, donc plus de 60 ans en arrière, qui a connu des succès déjà par le passé. Dans les années 70-80, on parlait des systèmes experts qui ont créé typiquement les premiers métros automatiques, mais aussi tout ce qui fait tourner nos avions, nos trains aujourd'hui. Et pourquoi on en parle énormément aujourd'hui? C'est via l'essor du machine learning, donc ces algorithmes auto-apprenants qui ont la capacité à être intelligents, on va dire, sans avoir été justement explicitement programmés avec des règles comme ces fameux systèmes experts des années 80, et une vraie accélération en termes de recherche sur des sujets autour du deep learning notamment. Donc d'où tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la presse, les deepfakes, le véhicule autonome, etc., qui sont finalement la conséquence à la fois de très grands progrès scientifiques, de progrès en termes technologiques, d'accélération des capacités de calcul, et aussi d'accélération de la disponibilité des datas, qui font qu'aujourd'hui, il y a un terreau hyper fort autour de ces sujets-là, qui ne sont pas simplement un fantasme, mais qui sont une vraie technologie, une vraie réalité, dont on va voir des applications juste après. Alors pour me présenter très rapidement, donc je travaille chez Quantmetry. Nous, on est une société de conseil, on a été créé il y a 9 ans. Donc voilà, ça fait 9 ans qu'on fait ce métier, à l'époque où personne ne parlait de data ou d'intelligence artificielle. Et on est aujourd'hui 120, on est indépendant. On a des experts, donc data scientists, des experts aussi sur la partie consulting stratégique, parce qu'on verra après que dans notre méthodologie, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, de pas juste parler de technique, mais de parler aussi des enjeux métiers, business, médicaux, avant de rentrer dans le développement d'applications. Et on a quelques particularités. La première, c'est qu'on a une très forte R&D. Donc pendant les speed sessions, notre directeur de la R&D présentait un certain nombre de nos projets, nos réalisations, et c'est quelque chose qui est très important pour nous. On dédie 20% de notre temps à de la R&D et aux innovations qui sont liées à ça. Et on a aussi créé 2 autres structures. Une structure qui est un startup studio qui permet pour nous de sortir des innovations plutôt de type logiciel, et un institut de formation qui a été créé justement dans l'objectif de pouvoir acculturer nos clients et former nos clients à ces nouveaux métiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement, nous, en termes d'IA? C'est 3 grandes familles d'applications qu'on développe. Ça va être des sujets autour de l'optimisation de process, donc des sujets autour de comment j'améliore ma supply chain en utilisant de la data et des algorithmes, des sujets qui apportent énormément de valeur. Donc nous, on travaille dans tous les secteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sujets dans le monde du retail notamment là-dessus. Des sujets autour de la maintenance prédictive, par exemple. Deuxième grand axe, c'est tout ce qui touche à la connaissance client. Donc, comment mieux connaître ses clients, comment mieux pousser des produits bien ciblés par le bon canal avec le bon pricing.
Et enfin, un des sujets les plus intéressants, je trouve, c'est comment est-ce qu'on va inventer des nouvelles innovations et de nouveaux services grâce à l'IA qui vont permettre de développer de nouveaux business models ou de nouvelles applications. Alors, pour cela, en fait, ce qu'on a constaté au terme de 9 ans, on va dire, de travail dans le monde de l'IA, c'est qu'il y a énormément de projets aujourd'hui qui n'aboutissent pas, de POC, data science, qui sont un peu jetés à la poubelle trop souvent par nos clients. Et ça, c'est lié à plein de choses. D'abord parce que souvent, des besoins qui n'ont pas été suffisamment bien cadrés en amont, des équipes qui n'ont pas été suffisamment intégrées ou en tout cas onboardées dans ces projets, ou en aval, plutôt sur des sujets liés à l'industrialisation des modèles d'IA, c'est-à-dire la capacité à les passer en production dans les SI de nos clients. Et pour répondre à ces enjeux-là, on a développé cette méthodologie qu'on a appelée la Quant Approach, qui mêle à la fois une partie en amont très stratégique et en aval une partie plutôt technologique pour lever finalement les freins à la mise en œuvre de ces projets d'IA. Alors un bon exemple qui est issu finalement de notre incubateur et qu'on a lancé via Quantmetry, c'est une des startups qui a été lancée l'année dernière, qui s'appelle Moon, qui est une plateforme de télésurveillance des patients diabétiques, qu'on a co-créé avec le Centre européen d'études du diabète, qui est basé à Strasbourg, qui est un centre de recherche sur le diabète, qui contient une trentaine de chercheurs, et avec qui on a vraiment co-créé cette innovation pour développer une solution de télésurveillance personnalisée, qui permet de personnaliser les parcours de soins pour les patients diabétiques, qui a été créée vraiment dans cette méthodologie de design thinking avec des patients et avec des experts médicaux. Et où finalement, l'IA, elle est vraiment encapsulée dans toute une solution logicielle qui répond d'abord à un enjeu médical et qui intervient après pour collecter les données des capteurs et lecteurs de glycémie afin de personnaliser ces parcours de soins pour nos patients diabétiques. Donc ça, c'est un premier exemple, je dirais, vraiment très abouti et très complet de notre méthodologie qui a donné lieu ici à une start-up, mais qu'on applique dans tout un tas d'autres domaines. Alors pour en venir dans le concret et dans le monde pharma, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, je voudrais donner peut-être un petit mot sur le contexte. Donc chez Quantmetry, régulièrement, on fait des baromètres auprès de nos clients. Aujourd'hui, on travaille avec 70% du CAC 40, donc on a vraiment une belle visibilité dans tout un tas de secteurs. Et ce qui ressort, on leur a posé la question cet été de comment est-ce que leur priorité data avait été impactée par le Covid. Et ce qui ressort, c'est que le secteur de la santé, c'est vraiment un des secteurs qui a été les moins impactés, voire sur lequel il y a eu une accélération des sujets data liés à la crise. Et c'est vraiment quelque chose qu'on commence à observer, c'est-à-dire à la fois bien sûr sur les sujets de télémédecine, télésurveillance qu'on a vu avant qui ont été extrêmement améliorés, mais aussi des clients qui nous ont dit que ça avait plutôt eu tendance à accélérer leur souhait d'aller dans cette direction-là sur un secteur qui est traditionnellement, on va dire, plutôt en retard par rapport aux autres. C'est peut-être finalement un contexte qui va accélérer les innovations en matière d'IA. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans le monde de l'industrie pharmaceutique ? Donc ça, c'est pour donner un petit panorama de quelques exemples finalement qu'on a pu traiter chez Quantmetry avec certains de nos clients pharma. Déjà, le premier message, c'est que l'IA ou les projets data peuvent avoir un impact sur toute la chaîne de valeur chez nos clients pharma, à la fois sur la partie R&D. On va travailler notamment sur des projets autour de la génération de molécules ou du screening moléculaire, donc identifier par des algorithmes le meilleur candidat médicament. C'est des choses qu'on fait régulièrement. Des sujets qui vont être liés à l'accélération des essais cliniques. Je vous donnerai un exemple assez original juste après. Et bien sûr, des sujets qui sont liés à l'analyse de données en vie réelle. Je vous expliquerai aussi un petit peu ce qu'on fait juste après. Et sur une autre partie de la chaîne de valeur, donc sur la partie marketing et distribution, le sujet autour de l'optimisation de la supply chain qui vient de manière très forte aujourd'hui, qui était plutôt adressé par d'autres secteurs avant et qui commence à être adressé aujourd'hui au sein des industries pharmaceutiques. Des sujets sur la performance des équipes commerciales. Donc comment est-ce qu'on optimise grâce à la data, grâce à des algorithmes, typiquement la tournée des équipes commerciales, des forces de vente. Mais aussi comment est-ce qu'on peut enrichir le CRM ou rendre un CRM beaucoup plus interactif. Donc typiquement, on a développé pour un acteur un assistant vocal qui permet justement d'avoir une surcouche au CRM pour dicter directement des informations comme à quel moment je dois revoir cette personne, quelles sont les informations que j'ai enregistrées, j'ai apprises, etc. Et qui permet d'avoir une interaction beaucoup plus forte par rapport à des CRM où il faut tout rentrer manuellement. Et dernier sujet qu'on voit aussi beaucoup apparaître, c'est des sujets autour de la connaissance des professionnels de santé, des key opinion leaders, par exemple à travers l'étude des publications scientifiques pour établir un petit peu du mapping, des réseaux, essayer de comprendre quels sont les thèmes qui les intéressent le plus.
Donc pour entrer un peu plus concrètement dans un exemple, j'en ai choisi 2. Le premier, c'est autour de l'analyse de données en vie réelle. C'est vraiment un gros sujet qu'on voit apparaître chez nos clients pharma. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils se disent, voilà, on mène des essais cliniques qui parfois prennent 5-10 ans, sur lesquels il faut attendre tout ce temps-là pour avoir la réponse à nos questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec des partenaires du monde hospitalier pour travailler sur des données qui existent déjà, qu'on a déjà collectées, afin d'accélérer finalement ces phases d'études ou ces phases de connaissance finalement de l'impact de nos médicaments, en travaillant sur des données qui existent, qui sont souvent des données qui sont non structurées, donc ça va être du texte, des comptes rendus, ça va être potentiellement des images, ça va être des données structurées parfois, mais un peu éparpillées au sein de différents centres hospitaliers. Et nous, on se positionne vraiment en tant que tiers de confiance pour faire le lien finalement entre ces industriels pharmaceutiques qui souhaitent avoir accès à des données et des hôpitaux ou des associations de patientes qui souhaitent travailler, faire progresser la recherche. Et donc nous, on fait vraiment ce lien-là, soit via notre expertise ou nos accélérateurs, puisque Issam, notre directeur scientifique, a présenté à 13h un exemple qu'on a mené à Strasbourg au sein du CHU sur l'analyse de documents textuels dans le monde du cancer du sein. On a développé une grosse expertise dans ce qui s'appelle le NLP, donc le traitement automatique du langage, pour justement être capable de structurer ces informations textuelles. Donc là, en l'occurrence, c'est 20 000 comptes rendus médicaux collectés sur 30 ans qui ont une énorme source de valeur et qui n'avaient jamais été exploités. Avant, c'était des internes qui allaient lire les documents à la main et rentrer des fichiers Excel. Aujourd'hui, on est capable, grâce à l'IA, de comprendre ces textes-là, de les structurer et de les rendre exploitables à des fins de recherche. Ça peut être aussi en travaillant sur la construction de data platform ou encore en aidant nos clients à trouver des partenariats et en facilitant les accès à ces données-là. Et donc aujourd'hui, on a 2 grands laboratoires avec qui on travaille sur des projets dans le monde de l'oncologie notamment, notamment un avec 5 hôpitaux partenaires et qui ont vocation justement à collecter ces datas-là. Nous, on est un petit peu ce tiers de confiance au milieu qui va travailler la data et restituer le résultat des études sur des populations de patients qui les intéressent beaucoup. Un deuxième exemple dont je voulais parler et qui est assez original, aussi pour un de nos laboratoires pharmaceutiques, qui a été dédié finalement à l'accélération des phases d'études cliniques par l'amélioration de la méthodologie, c'est-à-dire d'un système de mesure. Et en fait, pour expliquer un petit peu le contexte, c'est un de nos clients qui devait mesurer certains volumes du corps des patients pour démontrer l'intérêt de son médicament. Or aujourd'hui, si on veut mesurer un volume, le benchmark, c'est le mètre ruban, donc quelque chose qui n'est pas du tout reproductible entre différents opérateurs et pas du tout facile à manipuler, en tout cas d'avoir des données très exactes. Et on a développé pour lui un outil de reconstruction 3D par IA de volume du corps qui lui permet d'avoir une mesure beaucoup plus précise et hyper reproductible entre opérateurs pour démontrer la qualité finalement de l'impact de son médicament et pouvoir accélérer cette phase d'études cliniques. Voilà, c'est un exemple très original qui a hyper bien fonctionné et qui montre que on est plutôt dans la catégorie nouveau business ou en tout cas nouvelles applications de l'IA et qui est aussi très original, j'ai trouvé, à présenter aujourd'hui. Donc juste pour finir, pour dire que effectivement il y a un énorme hype autour de l'IA, mais pour moi c'est vraiment une technologie qui a un potentiel majeur quand même dans l'univers de la santé, qu'il faut prendre comme une nouvelle technologie, donc avec tout ce qui l'entoure en termes de comment faire en sorte que ça crée réellement de la valeur. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment très au début des initiatives dans le monde de la santé, mais que ça va fortement s'accélérer. Qui a bien sûr des enjeux juridiques, de qualité de la donnée, je pense que vous l'avez évoqué aussi ce matin, mais je trouve que c'est plutôt en progression. Typiquement dans les ateliers, on a présenté un projet qu'on mène avec le CHU de Bicêtre sur l'analyse d'images d'IRM 3D et qui a été mené en partenariat avec le Health Data Hub, pour lequel on a été lauréat du 2e appel à projet. Et typiquement, c'est un des critères qui montrent qu'on est plutôt dans une phase d'accélération de l'accès à des données médicales et de cette innovation-là. En tout cas, on est convaincu qu'on a un super écosystème en France. Les différents partenaires avec qui on travaille du monde hospitalier sont tous quand même très motivés à l'idée d'utiliser ces technologies-là pour progresser. Donc, moi, je pense que la crise, ça va être plutôt un accélérateur finalement de l'innovation dans l'univers de la santé, de l'innovation en IA. Et donc, on est ravis d'y contribuer et on est ravis d'être là aujourd'hui pour en parler avec toi.
Merci Karl. On a vu des choses intéressantes dans la pharma depuis quelques années, notamment on se souvient des 2 acquisitions majeures du laboratoire Roche, notamment sur une société qui avait de la data phénotypique génétique et une société qui avait des données des dossiers patients quelque part en oncologie. Et finalement derrière ça, s'ils nous écoutent, ils se reconnaîtront. Hein. Derrière ça, effectivement, l'idée c'est qu'il y ait du traitement, il y a de l'optimisation de population, de recherche clinique pour soit identifier de nouvelles entités moléculaires, soit de nouveaux sources de progrès. Et par rapport à ça, je sais que ces 2 sociétés avec des niveaux de qualité de données à l'américaine très qualifiés, très codés dans les normes de données qu'on connaît interopérables. Est-ce que aujourd'hui un des problèmes un peu peut-être de la France et de l'Europe, c'est on a plein de données, mais elles sont pas suffisamment bien standardisées, qualifiées, de manière à pouvoir les exploiter pour faire du traitement statistique ou des traitements par IA. Ouais, tout à fait. Je partage tout à fait. Je pense qu'il y a 2 sujets. C'est-à-dire le premier, il est juridique et réglementaire, dans le sens où en Europe, on n'a pas du tout les mêmes, on va dire, cadres réglementaires qu'aux États-Unis et où on n'a pas du tout les mêmes accès aux données. Donc déjà, on doit trouver, typiquement en France, des manières de faire pour avoir accès à ces données. Et c'est pour ça aussi que nous, on se positionne en tant que tiers de confiance, dans le sens où les hôpitaux en France sont plutôt vigilants, en tout cas, sur l'accessibilité à leurs data. Et donc, il y a un cadre réglementaire particulier à trouver pour pouvoir mener ce genre d'études qui sont faites aujourd'hui aux États-Unis. Et par ailleurs, oui, c'est clair. Aujourd'hui, en termes de maturité, je dirais, en qualité de la donnée au sein des différents hôpitaux avec qui on travaille, c'est extrêmement hétérogène. C'est des efforts de préparation de données qui sont extrêmement importants pour arriver à un résultat. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu, effectivement, d'interopérabilité, en tout cas de travail sur la qualité de la donnée pour accélérer. Et dans des projets qu'on mène, c'est sûr qu'il y a peut-être 50% du temps au début qui est consacré à juste mettre la data dans la bonne forme pour pouvoir derrière l'utiliser correctement. Ouais, avec cette question sous-jacente qu'on ne va pas évoquer là, mais qui est la question de la valorisation des données. Tout à fait. Effectivement, quand il y a une valeur de la donnée, l'investissement qu'on peut y faire derrière peut être en relation. Exactement. Peut-être aussi donc une dernière question qui est, on n'avait pas dit on a une no bullshit. C'est vrai que l'IA, tout le monde dit j'ai l'IA inside, c'est-à-dire que la moindre start-up aujourd'hui en santé ou dans d'autres domaines a de l'IA. Mais pour avoir discuté avec des gens comme Yann Fleureau, qui a fait cardiologue, etc., on a eu cette discussion. Finalement, est-ce que dans les 100% de gens qui se prévalent de dire que je fais de l'IA, combien sont vraiment des gens très sérieux en matière d'IA Il y avait eu un sondage là récemment qui a été fait où on disait 80% des startups qui disent faire de l'IA n'en font pas du tout. Il y a à peine une data, il n'y a pas du tout d'algorithmie. Non, c'est sûr qu'il y a complètement un buzzword là-dessus. Et c'est vrai que pour nous qui avons commencé il y a 9 ans, à l'époque où personne n'en parlait et très peu de gens en faisaient finalement, en tout cas sur le marché français, on a vu apparaître énormément de gens qui utilisent finalement ces termes-là. Et c'est vrai que nous, on se positionne en disant, on a une sincérité dans notre démarche, ça fait 9 ans qu'on en fait, on a aujourd'hui énormément de références, mais force est de constater que c'est un buzzword qui est utilisé par un maximum de monde. Et d'ailleurs, nos clients sont un peu perdus. Aujourd'hui, tout le monde leur donne le même langage. Et c'est assez difficile finalement pour eux d'évaluer qui est vraiment pertinent ou qui finalement utilise ce terme pour la... Ça veut dire peut-être aussi expliquer aux gens de quoi on parle dès qu'on parle d'IA, c'est quoi derrière les grandes étapes statistiques, la différence entre le machine learning et deep learning. Il y a des très bons bouquins d'ailleurs qui sont faits là-dessus. Exactement. On a d'ailleurs quelques champions français comme Yann Lequin qui travaille pour Facebook. Exactement. Un champion du deep learning. Ok, peut-être la toute dernière, c'est dans tous tes collaborateurs dans votre entreprise, c'est quoi le profil finalement? Ces gens, ils sortent d'écoles de mathématiques, de l'IX, ils sont plutôt des mathématiciens à la base. Est-ce que tu as des profils santé aussi dans... Ouais, tout à fait. En fait... Déjà, historiquement, Jérémy, le fondateur, et moi-même, on est 2 polytechniciens, donc c'est vrai qu'on a cette culture du recrutement de profils ingénieurs ou PhD. On a 30% de PhD chez Quantmetry, donc c'est quand même une part de scientifiques très important, et d'où aussi le cœur de la R&D sur laquelle on investit.
Et sinon, comme je le disais, on a 2 autres types de profils parce qu'il ne faut pas que des mathématiciens pour faire un bon projet d'IA. Il faut aussi des gens qui vont être capables de faire la partie plus amont, hein, donc d'échanger avec des métiers, de comprendre ce que veulent nos interlocuteurs dans le monde de la pharma, dans le monde de la santé. Donc ils sont capables de faire cette traduction, ils sont capables de gérer des projets, d'embarquer tout le monde dans des initiatives qui vont être ambitieuses et pour que ce ne soit pas juste un petit projet qui finalement n'aboutisse pas derrière, mais que ce soit quelque chose qui soit pris au suffisamment bon niveau, avec le suffisamment bon niveau d'ambition. Donc plutôt des profils consultants. Et on a aussi des profils plutôt orientés technologiques, donc des gens qui sont vraiment des super codeurs, des très bons devs, parce que une fois qu'on a fait le modèle, il faut après le maintenir dans le temps. Et donc pour le maintenir, ça veut dire le suivre dans la durée, avoir les bons outils technologiques et avoir aussi la bonne architecture pour être capable de répondre aux enjeux de l'industrialisation de l'IA. Voilà, on a terminé, pile à l'heure. Merci Karl, merci pour cet éclairage sur l'IA en santé et sur le potentiel évidemment de Quantmetry pour accompagner les formes. Merci à toi. Merci beaucoup.